Et je vous donne juste un exemple d'un moment où on aurait pu penser que l'État se serait un peu départi de ce pouvoir et de cette tendance à la directivité. C'est un moment fort de l'histoire de l'école française, c'est mai 68. Mai 68, en 1968, bon, vous le savez, des manifestations étudiantes, lycéennes, et derrière, une volonté de changer absolument la société, et une société beaucoup trop directive, justement, un État beaucoup trop directif, et beaucoup d'enseignants veulent changer les choses, veulent changer leur école. Quelle est la réaction de l'État? Eh bien, je vous donne un exemple d'une directive d'une circulaire qui a fait pas mal de bruit quand elle est sortie, on en a beaucoup parlé dans la presse à cette époque. Une circulaire d'Henri Gauthier, qui est directeur des enseignements du premier et second degré. En février 71, il publie une circulaire qui dit « L'effort accompli pour rendre plus actif l'enseignement », bon voilà, c'est-à-dire pour impliquer davantage les élèves dans leur enseignement, on trouve des idées là qui viennent de l'éducation nouvelle, hein, ne doit pas être compromis par des initiatives sans doute généreuses, mais qui, menées sans conseil ni contrôle, risquent d'aboutir à des échecs, portant préjudice aux élèves, aux maîtres, à l'établissement tout entier. Et on ne va pas jusqu'à dire, et carrément à la République, hein, qui tremble sur ses bases. Il convient de rappeler que seules sont autorisées les expériences contrôlées par l'Institut de recherche pédagogique et le ministère de l'Éducation nationale. Bon, voilà, garde à vous, de l'ordre dans les rangs, et on arrête de faire n'importe quoi. Ce genre de directive, ça ne peut évidemment que décourager les initiatives. Parce que, alors évidemment, vous avez les révolutionnaires qui, eux, vont dire non, mais je fais ce que je veux, tant pis, j'en tiens pas compte. Oui, mais ça, c'est une minorité, la minorité active, qui va au contraire s'enfermer dans son coin en disant bon, ben, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc on va éviter de parler de nos initiatives, on va faire des choses dans notre coin. Et d'ailleurs, dans la presse des années 70, il y a pas mal de scandales hein, qui éclatent d'enseignants qui ont été sanctionnés parce qu'ils faisaient des choses un peu trop libérales ou trop actives dans leurs cours. Alors aujourd'hui, ça ferait sourire. Hein. Ça ferait sourire quand on voit des enseignants qui organisent des débats, par exemple, dans leur classe. Et alors, ils sont mutés parce qu'ils ont organisé des débats. Ah, quel scandale, on fait débattre les élèves, ils vont parler de politique. Non mais quelle horreur, il faut surtout pas parler de politique dans l'école, surtout les filles d'ailleurs, hein, parce que oui, c'est une époque où filles et garçons commencent à être ensemble à l'école, puisque depuis 62, toutes les nouvelles écoles qui sont construites sont mixtes. Donc les anciennes qui pouvaient être unisexes sont progressivement mixées, et puis toutes les nouvelles écoles sont mixtes. Et on en construit beaucoup des écoles à cette époque-là. Hein. On inaugure un collège par jour. Donc les filles rentrent, on ne sait pas très bien comment gérer cette cohabitation garçon-fille. Alors si en plus on parle de politique, mais des filles qui vont s'intéresser à la politique, enfin vous n'imaginez pas. Bon, bref. Ce type de circulaire, ça ne peut qu'encourager les directions d'établissements un peu trop autoritaires, et puis encourager tous les enseignants qui hésitaient à se lancer, à tenter des choses un peu originales, ça ne peut que les encourager à renoncer et à se dire bon ben finalement non, ce ne sera pas pour cette année, on verra, voilà. Donc il y a une tradition assez forte hein, de directivité dont cette circulaire est une illustration presque caricaturale. Le résultat concret de tout cela, c'est qu'en France, il a toujours été très difficile, et c'est encore le cas cette année, de créer des établissements expérimentaux. Créer un établissement expérimental, un lycée expérimental, un collège alternatif, une école où on pratiquerait la pédagogie Freinet ou Montessori ou autre, c'est extrêmement difficile, et d'ailleurs ça s'épanouit surtout dans le privé, hein. Les écoles Montessori sont privées. Freinet, il faut le savoir, a été chassé de l'éducation nationale et a été obligé de rouvrir son école sous statut privé. Freinet, qui était pourtant un militant communiste, militant de l'école publique, il a été directeur d'une école privée. Et c'est seulement en 1986 que l'école Freinet originelle, celle de Vence dans les Alpes-Maritimes, qui avait été créée par Célestin Freinet, c'est seulement dans les années 80 qu'elle est revenue sous statut public. Entre-temps, on avait créé des écoles Freinet sous statut public, donc bon, voilà, c'est passé. N'empêche que c'est toujours assez difficile, et régulièrement, tous les établissements alternatifs, un peu originaux qui peuvent exister, qui correspondent à des projets d'équipe, portés par des équipes enseignantes, et qui peuvent avoir un rapport assez libre par rapport au programme, par rapport aux horaires, justement, par rapport aux modalités d'évaluation,
toutes ces écoles vivent avec toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant peut-être qu'on ferme à la rentrée prochaine. Et tous les ans, il y a un scandale qui éclate à chaque rentrée, où telle école, enfin en général plutôt au mois de juin, quoi, parce qu'on l'annonce au mois de juin, ce qui est quand même extrêmement tard hein, pour des enseignants qui ont monté des projets sur plusieurs années. On annonce que finalement, le directeur de cette école eh bien, sera un directeur ordinaire et pas un directeur qui a participé à l'écriture du projet, par exemple. Et là, l'année suivante, le collège change de principal et arrive un directeur qui ne connaissait pas le projet, qui n'a pas d'intérêt particulier pour ce projet. Alors heureusement, beaucoup de principaux font preuve de bonne volonté et essaient de s'impliquer, mais ça contribue à démobiliser l'équipe enseignante. Évidemment, là, cette année, à la rentrée 2020, c'était le collège d'Aubervilliers, hein, en région parisienne, qui, lui, a appris que son statut dérogatoire était remis en question et que dorénavant seraient nommés dans ce collège des enseignants qui ne seraient pas choisis, qui ne seraient pas cooptés par l'équipe enseignante, c'est-à-dire des enseignants qui seraient nommés là comme ils sont nommés dans tous les établissements, c'est-à-dire sans prendre part au projet pédagogique. Alors, certains d'entre eux, pris dans la dynamique de l'équipe, s'impliqueront dans le projet, mais enfin, d'autres ne le feront pas, ou d'autres ne comprendront pas ce projet. En tout cas, ça ne peut que démobiliser l'équipe enseignante. Donc, il est très difficile en France de créer des établissements expérimentaux. De même, pendant très longtemps, les projets d'équipe, non seulement ont été difficiles à mettre en œuvre, mais ils ont même été illégitimes. Il y a toujours des enseignants qui racontent que quand ils allaient voir leur proviseur avec une équipe de collègues en disant est-ce que vous ne pourriez pas nous confier l'année prochaine une classe, on serait tous ensemble sur cette classe parce qu'on voudrait avoir des projets, le proviseur se mettait en colère en disant non mais vous n'avez pas à choisir ce genre de choses, vous allez faire de la politique encore, enfin qu'est-ce que c'est que ça, et à la rentrée il n'avait évidemment pas de classe en commun. Alors évidemment, ça, on a des anecdotes comme ça, et on a des anecdotes qui montrent le contraire. Il n'empêche que dans la mentalité collective enseignante, l'idée de prendre des classes pour monter des projets communs est quelque chose d'assez peu répandu et bon, qui se pratique assez peu, de toute façon, qui est très difficile à mettre en place pour des raisons d'emploi du temps, pour des raisons d'horaire, de complément de service. Enfin voilà, derrière, il y a aussi toute cette directivité s'explique en fait par la force des contraintes administratives. Au fond, un système extrêmement directif, c'est un peu une obligation compte tenu de toutes ces contraintes administratives. D'une manière générale, l'innovation pédagogique est quelque chose qui a longtemps été illégitime dans l'école française. Historiquement, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le logiciel de l'école française, hein, ça ne fait pas partie de la forme scolaire. Et en fait, c'est seulement depuis les années 80 que l'innovation est encouragée. Alors, comme je vous disais, dans les années 70, on a eu plein d'exemples d'enseignants qui ont eu de vrais problèmes, qui ont été mutés, voire même révoqués parfois, parce qu'ils avaient fait quelque chose d'original qui, au fond, n'avait rien de scandaleux. Mais ils n'avaient pas suivi exactement les programmes où ils avaient pris des initiatives trop libérales et l'innovation était mal vue. Dans les années 80, les choses changent, l'innovation est même encouragée et l'étape clé de l'encouragement de l'innovation pédagogique, c'est la loi d'orientation de 2005. La loi d'orientation de 2005 dispose dans son article 34, on appelle toujours ça l'article 34, c'est connu, hein, l'article 34 de la loi de 2005 prévoit la possibilité, prévoit toute une procédure pour construire un projet innovant. Alors il faut que ce soit bien sûr admis par le conseil pédagogique ou par le conseil d'école, voté par le conseil d'administration dans le second degré, mais on a mis en place des cellules innovation dans chaque académie, ce qu'on appelle les CARDI. Les CARDI, C-A-R-D-I-E, ce sont donc des cellules chargées de recenser les innovations et elles créent des expéritech. Vous avez des bibliothèques, des médiathèques, et bien des expéritech, c'est-à-dire des recueils d'expérimentation menés dans l'académie. Dans chaque académie, vous avez une expéritech et vous pouvez la consulter sur Internet pour voir un peu ce que font vos collègues. Donc il y a l'idée aussi de faire de la communication autour des innovations. Non seulement on les encourage, mais on les promeut.
et on en parle. Et les sites internet, les espaces numériques de travail des rectorats maintenant donnent des exemples d'innovation. Donc il y a un vrai encouragement, et l'article 34 fournit pour la première fois l'article 34 de la loi de 2005. En plus, c'est une loi, hein, donc c'est vraiment un texte juridique fort. L'article 34 de la loi de 2005 fournit un cadre juridique pour les expérimentations. Il a quand même fallu attendre longtemps. Donc ça montre que c'est pas tellement dans la culture et que c'est un changement récent. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait donner aux enseignants pour que l'État soit peut-être un peu moins directif, pardon, c'est de la confiance. Et là, il y en a un qui l'a très bien compris, c'est Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, ministre depuis 2017, alors était un très bon connaisseur de l'école puisqu'il était recteur avant. Donc vous savez que le recteur, c'est celui qui est le représentant du ministre dans chaque académie, celui qui dirige l'académie. Il a été recteur et il a même été, sous Luc Châtel, hein, en 2009-2012, il a été directeur général des enseignements scolaires au ministère, le DGESCO. Le DGESCO, bon, bah, c'est vraiment c'est l'équivalent du ministre pour le fonctionnement pédagogique, le fonctionnement des écoles, la dimension pédagogique. Après, le ministre s'occupe de plein d'autres choses aussi, mais le DGESCO, lui, il fait le travail du ministre sur les questions pédagogiques. Donc Jean-Michel Blanquer est quelqu'un qui connaît bien l'école, et quand il est arrivé en 2017, il a choisi un slogan pour l'école de la confiance. On peut se dire qu'en fait, il avait compris que ce qu'il fallait, c'était montrer aux enseignants qu'on leur fait confiance, et par conséquent qu'ils peuvent prendre des initiatives, et qu'il faut mettre fin à ce management extrêmement directif. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer, c'est une vraie politique ? C'est un vrai changement de cap, et pas tant que c'est un changement, parce que ça fait très longtemps que les enseignants et enfin, d'une manière générale, les cadres de l'éducation nationale, donc les administrateurs et même beaucoup de politiques, savent qu'il faut aller dans le sens de la confiance et qu'ils essayent. On verra des exemples après, mais est-ce que cette école de la confiance, c'est donc une vraie confirmation, une vraie façon d'entériner le nouveau cours qu'il y a depuis la loi de 2005, la loi de 89, qui allait dans le même sens aussi, ou est-ce que ce n'est qu'un slogan ? Voilà, et là, il faut faire un peu le point sur la politique de Jean-Michel Blanquer par rapport à cette confiance. Est-ce qu'il a vraiment remis en cause la tendance à la directivité, ou est-ce qu'il a confirmé cette tendance à la directivité ? Et quand on regarde concrètement sur le terrain, on se rend compte que l'école de la confiance, il se pourrait bien que ça ne soit qu'un slogan, malheureusement. Alors c'est déjà ça, parce que un slogan, ça contribue à agir sur les représentations des gens, et c'est en soi une bonne chose. L'ennui, c'est que quand le quotidien est en contradiction avec le slogan, bon, on finit par ne plus tellement y croire au slogan. Là, il y a quelques exemples. Hein. Par exemple, l'une des premières choses que Jean-Michel Blanquer a faites, et c'était un peu la mesure phare de sa politique dans les années 2017-2018, ça a été le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans l'éducation prioritaire. Donc dans à peu près les 20% d'établissements qui relèvent de l'éducation prioritaire, enfin d'abord on a fait ça sur les REP+, hein, donc c'est-à-dire les établissements qui font partie d'un réseau d'éducation prioritaire. Il n'y a plus de ZEP maintenant, il n'y a plus de zone d'éducation prioritaire, il y a des réseaux d'éducation prioritaire. Et puis il y a des REP+, donc le niveau supérieur. Donc on a commencé sur les REP+, et progressivement on l'a étendu à l'ensemble de l'éducation prioritaire. Ça a pris quand même plusieurs années parce que ça coûte cher. On a dédoublé les classes de CP d'abord, puis les classes de CE1. Donc les enseignants se retrouvent face à des classes 2 fois moins nombreuses. Ils avaient 24 élèves, ils se retrouvent à 12 élèves. C'est quand même appréciable, surtout dans une classe aussi importante que le CP, où là se prennent des habitudes extrêmement durables, où on apprend son métier d'élève. Et cette initiative... a fait l'objet d'une communication très importante, parce que c'est vrai que c'est particulièrement audacieux, et sur le terrain, on voit les changements. Le problème, c'est que ces
cette initiative, en fait, a été prise en remplacement d'une initiative qui existait déjà, qui a été prise par Vincent Peillon. Vincent Peillon, qui a été ministre en 2012. Hein, ça a été le premier ministre de l'Éducation de François Hollande en 2012. Et Vincent Peillon, dans sa loi de refondation de l'école, avait prévu un dispositif qui s'appelait le plus de maîtres que de classes. En fait, dans la mesure où sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy de 2016 à 2012, on avait supprimé 65 000 postes dans l'éducation, la mesure phare de François Hollande, dès qu'il a été élu en 2012, ça a été de dire on crée 60 000 postes. Et on les crée en priorité dans le primaire parce que c'est là qu'il y a vraiment le plus de besoins.